Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais me permettre d'abord d'introduire peut-être les deux questions au gouvernement que nous poserons donc cet après-midi et demain. La première aura lieu, donc elle sera posée donc malheureusement dans la position, elle aura toute son importance puisqu'on a l'intention de revenir sur la programmation pluriannuelle donc de l'énergie, la PPE. Tout simplement pour exprimer le souhait de voir un débat s'organiser au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut pas se contenter sur un sujet majeur pour notre pays, de voir simplement la question être réglée à coup de décret. Donc je pense qu'il est légitime qu'on introduise cette question pour bien inviter le gouvernement à inscrire le débat à l'ordre du jour sur ce sujet majeur. La deuxième question donc sera posée demain. Elle porte sur un dispositif particulier, donc expérimenté aujourd'hui par la CPAM, la Expérimentation d'assurance maladie, sur ce qu'on appelle le logiciel Arpège, donc qui est testé notamment en Vendée et en Loire-Atlantique, qui propose de nombreux dysfonctionnements. Aujourd'hui, nous avons des citoyens qui ne soient plus remboursés de certain nombre de prestations parce que ce logiciel dysfonctionne. Et bien évidemment, ça nous interpelle puisqu'il a vocation à être généralisé sur l'entièreté du territoire national. Donc à partir de cette expérience désagréable, et j'ai presque envie de dire désastreuse, aujourd'hui observée en Vendée et en Loire-Atlantique, on a toute légitimité à s'inquiéter pour l'ensemble de nos concitoyens. Donc on va inviter le gouvernement à apporter un certain nombre de précisions, notamment à nous rassurer sur ce logiciel qui aujourd'hui donc propose un dysfonctionnement majeur. Je souhaitais peut-être revenir devant vous sur le sujet quand même important de cette semaine sur la PPL narcotrafic. J'entendais d'ailleurs que vous en parliez entre vous à l'instant. Donc un sujet qui concerne quand même 3,5 milliards d'euros par an. Donc on ne peut pas dire que le narcotrafic ne soit pas considéré comme une multinationale du crime qui prospère sur notre territoire et donc que ce ne soit pas un sujet duquel il faut se préoccuper. On sait qu'il n'a pas de frontières. Il est donc aussi bien dans nos banlieues que dans nos campagnes et qu'il traverse les Outre-mer. C'est un sujet également portuaire important pour le Dunkerquois que je suis. Vous savez qu'on a réalisé une saisie exceptionnelle donc sur le port de Dunkerque dernièrement. Donc il traverse également l'activité portuaire. Et puis c'est un réseau criminel. Je pense qu'on se doit de le rappeler et que ces criminels donc recrutent dès le plus jeune âge, qu'ils innovent, qu'ils s'arment, qu'ils contournent les réglementations et que face à eux, nous devons être plus rapides, plus efficaces et plus fermes. Je pense que c'est ce qu'on doit affirmer dans cette loi. Rappelez que donc depuis 20 ans, la criminalité a certes changé, mais que la loi est restée la même. Et donc il nous faut reprendre l'initiative. C'est bien tout l'objet donc de cette proposition de loi. Alors nous serons évidemment très présents également dans ce texte à travers donc plusieurs objets que nous avons particulièrement identifiés. L'idée est donc de doter un cadre évidemment juridique robuste et constitutionnel. Donc vous entendez par là qu'il s'agit de s'assurer que les dispositions qui sont contraires aujourd'hui à la Constitution soient revues au titre donc de l'examen de ce texte. Donc nous avons des abonnements sur ce sujet. Nous avons aussi des interrogations sur la question du dossier coffre, qui aujourd'hui pose question, certes par rapport aux droits de la défense, mais aussi par rapport au caractère constitutionnel. Donc pour ne pas nous exposer finalement à des actions en justice qui seraient invalidées au regard donc, de cette disposition. Il nous faut là le confirmer. D'ailleurs, le garde des Sceaux avait lui-même reconnu que cette disposition méritait d'être revue à l'aune des débats qui étaient proposés au Sénat. Nous avons aussi une question sur le statut de collaborateur de justice encadré, notamment pour ce qui concerne les crimes de sang. Il nous semble extrêmement complexe et pas approprié de reconnaître une impunité pour quelqu'un qui aurait exercé un crime de sang, fût-il partenaire de la justice pour dénoncer les commanditaires. Je pense qu'au regard donc, des victimes et des parents des victimes, je pense que la question ne se poserait même plus. Donc également un renforcement donc, des outils judiciaires et policiers, c'est-à-dire que nous avons porté des amendements qui portaient sur la saisie des fonds sur carte bancaire prépayée, anonyme, pour tarir le financement des trafiquants. Vous savez que quand je disais tout à l'heure que chacun s'adapte, on sait que le biais des cartes bancaires prépayées en est un. Et puis enfin, création d'une infraction spécifique pour le trafic de stupéfiants avec armes. On voudrait qu'il soit donc puni de 15 ans de prison à minima. Voilà les grandes lignes autour de ce texte. Voilà, peut-être revenir devant vous aussi sur le petit déjeuner de la majorité ce matin autour du Premier ministre, évidemment qui a porté en partie sur la question algérienne, qui reste une question pendante dans nos débats. Le Premier ministre a effectivement affirmé qu'aujourd'hui la diplomatie est à son œuvre, qu'évidemment on ne peut pas nier que les relations se tendent, que le gouvernement algérien a plutôt tendance à jouer quelque part de l'histoire
nos relations pour exagérer, grossir le trait, et que nous, en mesure de réponse, qu'on propose également des mesures un peu plus dures. Vous savez que, et je pense que le ministre l'a rappelé, on revisite aujourd'hui les accords de 2007 également qui facilitaient la circulation donc, des ressortissants algériens en France. Voilà, graduellement, on est en train de tendre un petit peu l'arc en espérant qu'une solution de nature à apaiser les uns et les autres puisse être trouvée. Voilà ce que je voulais dire en préambule avant de mettre à votre disposition ces différentes questions que vous voudriez nous poser, sachant que évidemment, la question algérienne a également traversé le congrès qui animait le parti Horizon à Lille, à l'aune de ce que nous a dit Édouard Philippe. Oui, à propos du narcotrafic, vos prédécesseurs socialistes ont dit qu'ils défendaient l'état de droit par toute une série d'amendements. Bon, je ne vais pas les reprendre, mais quel est votre avis là-dessus? Est-ce qu'il y a une menace? Est-ce qu'avant la suppression des amendements en question, il y avait une menace sur le respect des libertés dans ce pays? C'est un peu particulier, je trouve, de dire on défend l'état de droit. On écrit aussi le droit, finalement. Donc, de quel état de droit veulent-ils parler? Est-ce que c'est l'existant ou c'est celui qu'il faut transformer, finalement? C'est-à-dire que nous voyons bien qu'aujourd'hui, la loi actuelle ne permet pas à la fois de lutter contre le narcotrafic tel qu'il est organisé, ne permet pas de sécuriser et de protéger finalement nos concitoyens, et nous appelons à un nouveau texte qui permet de conforter ou modifier ou d'affirmer un nouvel état de droit qui permette de répondre à cette aspiration. Je pense que c'est celle qui doit nous animer demain. Il ne s'agit pas de prendre des mesures qui soient coercitives et inappropriées. Il s'agit de prendre des mesures qui soient adaptées finalement à ce qu'attendent nos concitoyens en matière de protection dans leur quotidien, protection de notre jeunesse, protection de ceux qui sont victimes également de ces narcotrafics. Je pense que c'est ça l'état de droit que nous devons constituer demain. Alors, comme c'est enregistré, je pense qu'il faut prendre le Premier ministre avait donné un délai de 6 semaines, par exemple. Alors, quelles sont les solutions envisagées? Je pense que là, le premier élément de réponse, c'est un peu le durcissement de nos relations avec les accords de 2007, donc qui sont revisités, qui permettent aujourd'hui de durcir finalement la libre circulation, la liberté de circulation ou l'accueil de ressortissants algériens en France. Je pense que voilà, on est dans une réponse graduée. On souhaite bien évidemment qu'une sortie apaisée soit proposée, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il faut durcir quelque part le ton. On avait également, vous le savez, il y a eu des mesures là aussi qui limitaient la circulation de ce qu'on appelle la diaspora, en France également. Je pense que là, on est dans une graduation, en espérant qu'on puisse en sortir sans avoir finalement à revisiter de manière unilatérale ces accords. Vous savez, quand on a un accord qui dit 2 partenaires, lorsque l'un ne remplit pas sa mission, il est légitime que l'autre s'interroge et puis appelle à les revisiter. On en est dans cette situation-là, oui. Avec une fermeté qui devient de plus en plus évidente. Ça doit être entre les mains de la diplomatie ou du ministère de l'Intérieur, par exemple? Alors, je pense que le ministre de l'Intérieur est dans son rôle lorsqu'il appelle évidemment à un durcissement par rapport au périmètre qui est le sien. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des relations franco-algériennes, on ne parle pas simplement du champ de compétences du ministre de l'Intérieur, on parle aussi de l'énergie, par exemple du gaz algérien, on parle d'un certain nombre d'autres sujets, également de la lutte contre le terrorisme. Vous savez qu'on a des accords très importants qui nous ont permis d'obtenir des résultats probants en matière de lutte contre le terrorisme au regard donc des partenariats qui existent entre nos 2 pays. Donc je pense que c'est bien ça l'enjeu, c'est de pas simplement avoir une vision unilatérale au regard de la circulation des expulsions, mais également de revisiter la diplomatie et l'ensemble des champs qui concernent les relations bilatérales de nos 2 pays. Le ministre, ce matin, lors du petit déjeuner de la majorité n'a pas dit ou critiqué en tout cas la position du ministre de l'Intérieur. Il n'en a pas fait état, tout simplement. Je pense que le ministre de l'Intérieur a le droit de s'exprimer en nom propre aussi, de dire quelle est sa vision. Le Premier ministre a rappelé que la diplomatie française était à l'œuvre pour trouver une solution satisfaisante. D'accord. Et sur la réforme des retraites, donc? Alors sur la réforme des retraites, le Premier ministre effectivement est revenu brièvement sur les échanges de ce week-end. Vous savez que Édouard Philippe a émis quelques doutes sur l'utilité du conclave en ces temps, un peu perturbé notamment par la crise ukrainienne et d'autres enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Et le Premier ministre a dit qu'effectivement, il voyait mal comment on pouvait revenir sur la mesure des 64 ans. Donc il
il a assumé son propos à l'aune finalement de ce que l'on savait, mais de ce qu'a réaffirmé la Cour des comptes sur le fait que je vais paraphraser le président du corps, Gilbert Sette, qui disait que la réforme était nécessaire mais pas suffisante. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que la Cour des comptes a apporté les chiffres qui permettent d'affirmer qu'effectivement, si la réforme a apporté un plus à un moment donné, aujourd'hui, on voit bien qu'on s'oriente vers un déficit de 6,6 milliards, puis 15 milliards, puis 30 milliards à l'aune de 2030. Donc, se dire à champ constant qu'il suffit de revenir de 64 ans à 62 ans pour apporter la solution, on a compris que c'était une chimère et qu'il faut au contraire bien conforter le système par répartition ou en inventer un autre. Le Premier ministre et le président d'Horizon vont se rencontrer prochainement? C'est probable et ce sera sans doute une bonne chose. Le Premier ministre a effectivement dit ce matin que, sans forcément d'ailleurs cibler Édouard Philippe, je tiens à être clair, a dit qu'effectivement ce n'était pas forcément par congrès que c'était le plus facile de discuter. Donc ça appelait donc de sa part la volonté d'échanger avec le président, même s'il a dit effectivement que s'il était chef de la majorité en tant que Premier ministre, qu'il était normal qu'il s'adresse au président de groupe. Il n'a pas vocation nécessairement à s'adresser en tout temps au président de parti, mais qu'il allait le faire. Et merci à vous, et puis bon appétit.